Je vais commencer avec la question de base, faire un tour de table avec vous trois. Comment est-ce qu'on déploie des nouvelles stratégies promotionnelles autour des influenceurs? C'est quoi les secrets? Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça, à tour de rôle? Comment on déploie ça? C'est une vaste question parce qu'on en est comme au début, donc on n'a pas de recette toute faite, puis on apprend en avançant sur comment on peut le travailler. Mais on a comme des principes de base qui sont l'authenticité, puis être proche du produit qu'on vend, puis de la marque qu'on déploie. Donc dans le cadre d'un livre, ce serait le livre en lui-même, puis son auteur. Et d'essayer de bien s'attacher à avoir une authenticité de l'autre bord de la stratégie qu'on est en train de déployer avec les influenceurs, et de bien les choisir parce qu'ils vont répondre à ce qu'on essaye de dire sur notre produit, sur notre marque, et non pas simplement parce qu'ils sont très connus ou très célèbres ou qu'ils ont beaucoup d'auditoires. Le match qu'il y a entre ce qu'on est en train de vendre, puisque la personne a raconté, puis sa manière d'aborder le produit va être primordiale dans ce qu'on fait. Donc il n'y a pas de recette toute faite, c'est vraiment au cas par cas. J'abonde dans le même sens. Juste pour vous situer un peu au Slingshot, en fait, vous pouvez nous voir comme des managers de YouTubeurs, une agence de YouTubeurs. On représente 31 créateurs, là, tous basés au Québec. Puis j'abonde absolument dans le même sens. Comment on déploie une stratégie influenceur? D'abord et avant tout, moi, je tiens à positionner que influenceur n'est pas mon terme favori. À mon avis, l'influence, c'est le résultat d'un travail. C'est pas un métier en soi. Chez nous, on parle de créateurs numériques, de gens qui se sont lancés, qui ont créé des audiences, mais en créant du contenu d'abord et avant tout, surtout sur YouTube dans notre cas, mais il y a d'autres façons de le faire. Comment on déploie une stratégie? Je pense qu'on commence par s'intéresser à ce milieu-là, puis être tout simplement curieux, essayer de voir qui fait partie du milieu des créateurs de contenu ou du milieu des gens qui ont une audience au Québec, si c'est le Québec, le marché qu'on vise, qui le fait comment, qui parle de quel sujet quand, parce que oui, il y a des influenceurs, là, pour reprendre le terme, qui se spécialisent en livres, les booktubers, les bookstagrammers, etc. Il y en a qui se spécialisent en livres, mais il y en a aussi, tous les créateurs ont un sujet de prédilection. Puis parfois, mais on serait peut-être mieux d'y aller par sujet. Récemment, je vous donne un exemple, juste pour se situer un peu. On a fait affaire récemment avec une maison d'édition qui commercialisait un livre mettant en vedette des gens qui font du gaming, des gamers. Bien, chez nous, ils nous ont pas appelés pour faire affaire avec un booktuber. Ils nous ont appelés pour faire affaire avec notre gamer. Puis c'est le gamer qui a pris une capsule de sa chaîne où il n'a pas joué, mais bien parlé d'un livre. Les résultats ont été directs, là. Sa communauté a énormément réagi à ça parce que la communauté était prédisposée à être intéressée par ce produit-là. Donc, je pense qu'en gros, là, on s'intéresse, on est curieux. Stéphanie aussi. Oui, j'aime bien le terme de créateur de contenu. Ça leur correspond bien. On imagine que ça a l'air très simple, mais en fait, il y a énormément de travail. Les top influenceuses, alors je vais continuer à les appeler comme ça de mon côté, mais en France, sont vraiment à la limite du burn-out tellement elles sont sollicitées, que ce soit par les... Je sais, ça peut faire rire, mais c'est vraiment le cas. Et quand on travaille sur les réseaux sociaux, on en a très vite conscience parce que ça prend énormément de temps et on est sollicité constamment. C'est aussi très intéressant ce que tu as dit sur parfois faire un pas de côté et ne pas aller que sur des influenceurs littéraires. Au Québec, notamment, il y a des mamans, youtubeuses qui sont très très suivies, il me semble, en tout cas on me l'a dit. Oui, ouais. confirme. Et en fait, elles sont super pertinentes pour la littérature jeunesse, par exemple, mais pas que, pour du pratique, de la cuisine, enfin beaucoup d'autres genres littéraires qui peuvent très très bien s'adresser à leur communauté. Maintenant, en France, rapidement, les stratégies influenceurs, elles ont été mises en place en 2 temps. Au début, on était sur vraiment des services presse qu'on envoyait aux blogueurs. On a mis en place comme ça un ensemble de partenaires blogueuses et influenceuses. Aujourd'hui, c'est très difficile d'accéder aux top influentes de cette manière-là. Si on leur propose uniquement un service presse, elles ne vont pas répondre. Donc, pour impliquer ces top influenceuses, on va plutôt leur proposer des événements, si possible des événements avec des expériences un petit peu inédites
originales. On va leur proposer de créer elles-mêmes du contenu. Et il y a effectivement de plus en plus un échange monétaire à prévoir lorsqu'on les sollicite pour vraiment créer du contenu. Voilà. Ça, l'échange monétaire, on n'est pas rendu là encore au Québec. En tout cas, je ne pense pas que ce soit en matière littéraire, là, on s'entend, parce qu'il y a de la publicité qui se fait. D'abord, Gabrielle, peut-être nommer quelques-uns des youtubeurs que vous représentez. Ou, oh mon Dieu, je ne sais pas si ça va vous sonner des cloches, mais vous pouvez les chercher sur YouTube ou Instagram pendant qu'on parle. Donc, chez nous, on a, parmi nos youtubeurs avec le plus de portée, on a Cynthia Dulude, qui est une youtubeuse, qui est une maquilleuse à la base, là, qui a lancé un livre, Le petit guide de la beauté, qui a très bien fonctionné. On a Emma Verdé, qui est une créatrice lifestyle, là, qui arrive à près de 750 000 abonnés sur YouTube. Pour le Québec, c'est pas peu. Emma aussi a écrit un livre il y a 1 an et demi là, qui a très bien fonctionné. À part ça, plusieurs créateurs là, en humour, en lifestyle. On a un magicien qui est extraordinaire, qui va taper son 1 million d'abonnés sur YouTube d'ici peu. C'est très varié. C'est très varié. Puis je voulais juste rebondir un peu. C'est vraiment intéressant ce que tu mentionnes à propos du service presse, parce que je l'entends tout à fait qu'à un moment donné, quand un marché se développe, c'est peut-être plus suffisant. Mais moi, je peux vous signaler qu'au Québec, il n'y en a à peu près pas des éditeurs ou des libraires qui envoient des livres à des youtubeurs. Il y a encore cet espace-là à prendre. Alors, prenez-le, l'espace, pendant qu'il est disponible. Éventuellement, ça va devenir de plus en plus riche et complexe. Donc, il faudra peut-être se tourner vers des campagnes payantes, effectivement. Mais en ce moment, je vous le dis, je ne vous dirais pas ça si vous faisiez des produits de beauté. Ça rentre à tous les jours chez toutes les youtubeuses. Mais je vous le dis, au niveau littéraire, il y a encore très, très peu d'envois qui se font. Et pourquoi ça se fait si peu? Judy Gailla, peut-être la question de comment une entreprise, disons une boîte de publicité, va approcher ce phénomène-là, je vais le mettre entre guillemets. Il y a une certaine gêne à le faire, semble-t-il, au Québec. Comment est-ce qu'on se positionne lorsqu'on est un... C'est parce qu'il y a 2 manières de le voir. Effectivement, il y a une manière de le voir qui va être une manière très relation publique et service presse, où on va aller considérer cette audience-là comme un média. Donc, on va regarder vraiment un nombre d'abonnés et puis dire, je vais envoyer un communiqué de presse comme je pourrais envoyer un communiqué de presse au Devoir ou sur un fil de presse normal, en disant, quelqu'un va le prendre et va être intéressé par le sujet et va peut-être en faire quelque chose. Puis il y a une autre manière de le considérer, qui est une manière dont on parle ici, qui est beaucoup plus de création de contenu. C'est là qu'on touche à quelque chose qui est différent, mais on a moins l'habitude de le travailler là-dessus. Donc on a moins l'habitude de considérer ces créateurs de contenu comme un média à part entière, c'est-à-dire que comme un journal va créer du contenu pour avoir un lectorat, puis va créer une audience à partir de ça qui va pouvoir revendre à des publicitaires et qui va devenir intéressante dans un cadre de fil de presse, de relations presse, on a la même chose. Donc il y a vraiment les 2 sujets. Il y a leur portée en tant qu'audience, mais il y a aussi la création de contenu derrière. Je pense que c'est pour ces raisons-là que c'est moins abordé, parce qu'on a moins l'habitude de les voir comme des gens qui ont simplement un auditoire qui peuvent être intéressés par le sujet, qui n'est pas forcément exactement celui dont on parle. Je vais développer pour que ce soit plus clair, parce que ma phrase était très compliquée. Mais l'exemple du gamer, c'est ça. C'est que le thème du livre, c'était le gaming. L'audience qui regarde ce gamer est intéressée par le gaming, donc a priori est intéressée par le livre qui parle du gaming. Donc on le considère comme un média. Et ensuite, on lui demande de créer un contenu qui est original autour de ça, mais c'est une autre thématique. C'est vraiment 2 démarches qui sont complètement différentes. Et aujourd'hui, je pense que la gêne qu'il y a à faire ça, c'est que on ne les considère pas. On les considère comme étant des jeunes qui font des vidéos qu'on ne comprend pas très bien et qui sont suivis que par des jeunes qui n'ont pas vraiment d'argent. Fait pourquoi je m'intéresserais à eux? C'est pas tout à fait vrai là. Il y a vraiment, c'est vraiment des médias à part entière, puis il y a vraiment des gens qui ont de l'argent qui les suivent, et surtout il y a des gens beaucoup plus influents qui les suivent et qui peuvent avoir des idées de contenu. Donc c'est un écosystème qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine, je pense, et c'est pour cette raison-là qu'on a du mal à y aller, parce qu'on Vous l'envisage faites parler, pas. hein?
C'est intéressant aussi ce que vous disiez sur le Québec, parce qu'on a vu avec Stéphanie que le marché en Europe, c'est quand même pas le marché américain, mais il est quand même assez foisonnant. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ici, bon, à une certaine époque, évidemment, c'était les critiques, par exemple, de Folia, ou qui faisaient vendre des livres. Maintenant, j'ai l'impression que ceux qui vont avoir le plus d'influence, c'est des personnalités qui sont sur Instagram. Si Sarah-Jeanne Labrosse, si Véronique Cloutier, si Guilla Lepage parle d'un livre ou parle de quelque chose, c'est là que ça va se passer. Est-ce que je me trompe? On a davantage une approche vedettariat ici ou au contraire, je me gourre, puis c'est vraiment dans un marché un peu plus underground de YouTubeurs et de bookstagrammeurs? Bien, j'aurais tendance à croire que c'est le marché, la façon de mettre en marché quoi que ce soit, là, les livres et autre chose, c'est, désolé, mais complexifié, tout simplement. C'est juste, c'est pas tout noir, pas tout blanc, c'est pas plus du tout les critiques littéraires que les influenceurs ou vice-versa. C'est juste plus complexe, puis il faut juste passer par plus de canaux, je crois. C'est comme nos nombreux réseaux sociaux. Tu veux rebondir aussi? Oui, je pense que tu as fondamentalement raison. Moi, parfois, on me demande si c'est plus nécessaire d'avoir des relationnistes qui s'adressent aux médias traditionnels. En réalité, je dis toujours que oui, ça reste nécessaire. Parce qu'en France, les libraires continuent à écouter les médias. Donc, si on veut avoir une place sur une table de libraire et être un petit peu visible, il est essentiel de continuer à faire un travail avec les médias traditionnels et de le poursuivre aussi bien. Par contre, il est aussi important de comprendre que ces nouveaux acteurs du livre et ces nouveaux influenceurs permettent de toucher un public qui n'est pas du tout touché par les médias traditionnels. Et qu'en travaillant avec eux aujourd'hui, ils vont vous suivre, en fait, et ils vont suivre votre croissance. Donc, ils vont se faire partenaires de votre librairie, de votre maison, de votre travail d'auteur. Et donc, à terme, ils ne demanderont pas, quand ils seront très influents, d'échanges monétaires. Mais effectivement, les stratégies sont complexes. Et en France aussi, on a à la fois le marketing digital qui s'en occupe et les relationnistes. Donc tout est mêlé ensemble. Et la difficulté, c'est de faire travailler toutes ces personnes ensemble aussi. Voilà. Effectivement. Alors, c'est quoi la recette? Si on est un éditeur, on veut rejoindre cette communauté-là, on ne s'y connaît pas nécessairement YouTubeurs au Québec ou en nouveaux influenceurs, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il faut commencer par fractionner un peu, puis se demander projet par projet ou, disons, collection par collection, à qui on s'adresse. Pour nous, tout part de là. Chez nous, on rejoint, pour vous situer un peu, là, on rejoint les audiences de 13 à 34 ans. Majoritairement au Slingshot. C'est-à-dire que nos 31 créateurs rejoignent à 80% de leur audience du 13 à 34 ans. Ceci étant dit, on peut fractionner ça en 13-17, 18-24, 25-34. Ça devient quand même assez intéressant là, parce qu'on peut vraiment bien cibler, chose qu'on peut plus difficilement faire avec les médias traditionnels. Donc, je pense qu'une bonne façon d'aborder une stratégie créateur web, influenceur, c'est peut-être de commencer en se questionnant qui est-ce que je veux rejoindre, avec quel genre de produit. Puis après, d'y aller, qui rejoint cette même cible-là que je veux rejoindre. Puis chez nous, la majorité s'adresse à environ 34 ans. Il y a quelques-uns de nos créateurs qui rejoignent la tranche d'après, le 35-44. Je vais vous avouer qu'on ne fait pas beaucoup de campagnes là, pour des résidences du troisième âge. Là. Je vous confirme que c'est pas chez nous que ça se passe. Les résidences soleil, c'est pas là. Mais il y en a des gens qui rejoignent ces strates-là de la population également. C'est peut-être juste pas pour le moment sur YouTube que ça se passe. Donc, commençons par comprendre à qui on s'adresse. Puis ensuite, on se pose la question, qui rejoint cette cible-là? C'est peut-être des blogueuses, c'est peut-être des créateurs de contenu différents là, de ce à quoi on pense normalement. Fait que moi, je commencerai par la cible. Moi, si je pouvais
Juste compléter, je pense qu'il y a une question quand on aborde ce sujet-là. Moi, quand j'ai été invitée à participer, je ne suis pas forcément très exposée à des booktubers ou des bookstagram ou tout ça. Donc j'ai commencé à chercher là-dedans. Je me suis dit que la meilleure manière, ce serait si on publie soi-même du contenu, on va voir qui vient à nous et qui nous regarde. Puis il faut analyser son audience pour voir qui là-dedans a un pouvoir de traction qui peut être intéressant à utiliser, qui semble avoir beaucoup de followers, beaucoup de gens, beaucoup d'interactions avec leur communauté, une communauté qui est intéressante, qui s'intéresse à notre contenu, qui va interagir avec notre contenu, puis peut-être les faire émerger, parce qu'on va commencer avec eux, on va créer une relation plus intime avec eux, on va les connaître, puis c'est là qu'ils vont être capables d'embarquer avec nous et de nous suivre. Donc on peut aussi les détecter comme ça, juste en étant présent, en proposant du contenu, puis en regardant qui est intéressé par mon contenu et va le reprendre et va commencer à interagir avec. Ce que je dis souvent quand je commence à travailler avec quelqu'un, c'est que les influenceurs sont à chercher d'abord dans sa propre communauté. Donc, sur vos réseaux sociaux, sur Twitter, sur votre compte Instagram, qui pouvez-vous détecter avec une communauté importante? Ça peut commencer par les auteurs eux-mêmes. Ça peut commencer par des libraires avec lesquels vous êtes en relation. Voilà, c'est assez simple en fait de commencer à travailler sur l'influence, et ça se fait avec son réseau professionnel d'abord. Et on va revenir d'ailleurs sur la manière dont des libraires et des auteurs deviennent eux-mêmes des influenceurs, mais qu'est-ce qu'on va faire avec... on va envoyer notre livre à un influenceur, est-ce qu'on veut avoir des contrats avec eux, le b.a.-ba de l'affaire, comment ça fonctionne? Ce qu'il faut se dire d'abord et avant tout, c'est que quand on fait... Il y a vraiment deux façons de voir les choses. Quand on fait de l'envoi produit, du service presse, on envoie et il ne faut pas s'attendre, il n'y a pas d'engagement de la part de celui qui reçoit. Puis ça peut être une bonne méthode, là. Ça peut fonctionner très bien. Il n'y en a pas auprès des journalistes non plus, remarquez. Non, c'est ça, il n'y a pas d'engagement. Puis c'est important aussi de ne pas aller mettre une pression, parce que là, ça va être perçu négativement. Là, as-tu reçu mon livre? Quand est-ce que tu vas en parler? C'est pas la meilleure façon de démarrer une relation, je vous dirais. Donc, un bon envoi, puis tu sais, des fois... peut-être que pour certaines thématiques, on peut penser à, OK, on envoie le livre, mais le livre, il parle de quoi? Est-ce qu'on envoie le livre avec un truc qui a une odeur, qui nous amène dans l'ambiance du livre? Je vous les illustre, mais soyons un peu créatifs. Donc ça, c'est une façon de faire, puis il n'y a pas d'engagement de l'autre côté, mais il y a des probabilités que vous allez voir votre œuvre ressortir dans des Insta-stories, dans des posts Instagram, peut-être dans des recommandations favoris du mois sur YouTube. C'est très possible. L'autre façon de faire, c'est de venir vraiment cibler certains créateurs qui correspondent à votre produit, dont l'audience correspond à l'audience que vous ciblez, et là, de les approcher avec, donc, potentiellement, un budget. Puis là, on y va carrément comme quand vous faites, il faut voir les créateurs de contenu, il faut voir les YouTubers comme, oui, ils créent le contenu, mais ils ont aussi une audience. Fait qu'il faut le voir un peu comme de la production de contenu puis de l'achat média en même temps, parce qu'ils en ont une audience à laquelle vous accédez quand vous faites un contrat avec eux. Puis là, à ce moment-là, on s'entend sur des livrables bien précis. Vous avez très certainement un droit de regard, un droit d'approbation sur ce qui est produit, puisque vous avez un contrat en bonne et due forme. On s'entend sur une date de mise en ligne, et puis ça part, et puis vous recevez les retours de tout ça, un rapport, combien de personnes touchées, combien de commentaires, c'est vraiment plus formel quand on s'entend. On a une relation de travail versus quand il y a un envoi presse, il n'y a pas d'obligation. Et à ce moment-là, il y a une certaine transparence aussi de la part de l'influenceur de mettre son mot-clic, ad ou publicité, de dire vraiment c'est de la promotion que je fais, ce qui n'est pas la même chose quand on fait juste envoyer un livre. Absolument, absolument. Puis peut-être qu'à ce titre-là, ça vous intéressera de savoir, je comprends que parfois c'est un peu compliqué s'y retrouver. Pour nous, c'est notre corps de métier, on sait, chez nous, ils ont pas, c'est pas discutable, de toute façon, ils ne discutent pas, là, toute promotion payée est dite, mais dite de manière extrêmement claire. Là. Il n'y a pas de zone grise, c'est super important pour nous. Ce n'est pas le cas chez tout le monde, parce que je pense que ce n'est pas encore tout à fait bien compris comment dire qu'on a été rémunéré ou pas. Mais je peux vous dire d'emblée qu'il y a les normes canadiennes de la publicité qui se sont fortement intéressées à tout le domaine des influenceurs puis des créateurs de contenu. Et il y a un guide pour les créateurs de contenu qui sort ce printemps avec des règles à suivre on ne peut plus clair. Donc, tout ce flou va être dissipé d'ici quelques semaines.
Et si vous vous occupez, Gabriel, des YouTubeurs, des créateurs de contenu, si on a des postes maintenant qui sont créés dans les agences de pub pour gérer tout ça, c'est qu'il y a un déplacement des budgets de promotion vers le numérique. Dans quelle proportion ça s'est déplacé? Est-ce que vous avez une idée de ça? Dans quelle proportion est-ce qu'il y a un déplacement vers ça? Ça dépend vraiment de l'industrie dont on parle. Dans un domaine comme la mode ou la beauté, c'est presque la totalité du budget qui est passé là-dedans parce que la recommandation et l'influence de ces gens-là était énorme, et pour une marque, ne pas exister auprès de ces gens-là, c'est ne plus exister, surtout dans un contexte où, quand on parle de mode, surtout de mode, où le retail, je ne vais pas vous le cacher, là, ça va pas très bien, les boutiques disparaissent, donc il faut occuper cet espace mental qu'on n'occupe plus en pas de porte dans la rue ou dans les centres d'achat, mais dans l'espace mental qu'on voit dans les gens qui vont scroller dans les contenus. Donc là-dessus, il y a des extrêmes. Donc ça dépend vraiment de l'industrie. Dans le domaine de la culture, c'est beaucoup plus réduit. Les budgets en partant sont moins élevés, donc c'est sûr qu'on ressent moins. Mais il y a vraiment des industries, quand on parle par exemple du tourisme aussi, en tourisme, tout est sous couvert d'influence et de réseaux sociaux et de comment on va partager ça. Donc, ça dépend des industries, mais il y en a qui sont pas mal absentes de la publicité traditionnelle, on va dire. Et est-ce que les relationnistes doivent se réinventer, c'est-à-dire revoir leur façon de faire en fonction de ça aussi? C'est sûr que ça touche le domaine du relationnisme, mais tu veux peut-être dire quelque chose. Ben non, mais c'est pas mon métier, le relationniste de presse, mais je peux vous dire que c'est une bonne part de nos clients sont des boîtes de RP, puis je pense que c'est essentiel au jour d'aujourd'hui d'avoir une boîte de RP qui a des relations avec les influenceurs comme ils ont des relations avec les médias traditionnels. Ça me semble difficile d'imaginer une vraie bonne campagne pour des publics plus jeunes, on va le dire là, quand même. Là. Au jour d'aujourd'hui, on parle encore des publics un peu plus jeunes. Évidemment, ces gens-là vont vieillir. Là. Spoiler alert, ces gens-là vont vieillir. Mais ça me semble peut-être incontournable. pas dans leur tête, hein? On ne sait pas. Mais ça me semble incontournable d'avoir une aussi bonne liste de contacts puis de relations du côté créateur du web ou gens influents sur le web que du côté traditionnel. C'est hyper complémentaire. Mais je pense que le métier est un peu différent dans ce cadre-là parce que quand on est du côté traditionnel, pour un relationniste, quand on apporte ces informations-là, on apporte un sujet, une thématique de contenu. Donc on nourrit en fait ces éléments-là en leur disant peut-être que tu ne sais pas de quoi parler dans ton prochain article, mais il y a tel produit ou tel livre ou tel objet ou telle aventure dont tu peux parler. Alors que quand on s'adresse à des créateurs de contenu, eux, ils en ont des listes et des listes de sujets de contenu. Ils n'attendent pas après ce contenu-là. Donc c'est sûr que la manière dont on les approche doit être un peu différente. Il faut leur donner un angle, il faut leur expliquer pourquoi ce serait intéressant pour eux, pourquoi ça match avec leur thématique de contenu et leur audience d'en parler. Donc, donc, il faut qu'il y ait une proximité à quelque part. Il faut qu'il y ait une proximité, il faut qu'il y ait une compréhension de ce qu'ils font, de pourquoi ils le font. Puis pour un relationniste, ça veut dire que ma job, elle change. Je ne peux pas juste prendre le communiqué de presse qui a été rédigé par le service de presse de mon client, puis l'envoyer à tous mes contacts de journalistes. Il faut que je m'intéresse au produit, il faut que je m'intéresse à tout le monde. Ça change vraiment le métier, ça change la manière dont on fait son travail. Donc, l'état d'esprit de ces relationnistes-là. Stéphanie? Oui, en fait, je voulais rebondir parce que dans le secteur du livre, précisément, ça se passe un petit peu différemment, parce qu'on est sur un bien symbolique, ce qu'on dit souvent. Et c'est vrai que du coup, on a affaire à des gens qui recommandent le livre de manière plus ouverte. Enfin, on est moins tout de suite dans des négociations ou des stratégies très, très carrées. Donc, très souvent, par exemple, quand on envoie des livres, on ne les envoie pas déjà en masse.
On va sélectionner vraiment les influences qui sont pertinentes, qui correspondent, enfin, qui ont une ligne éditoriale qui correspond au livre en fait qu'on a à leur proposer. Donc on passe du temps en fait à voir ce qu'elles lisent, ce qu'ils lisent. Et une fois qu'on le sait, en fait, on va vraiment leur proposer de manière très très personnalisée. Tout ça prend beaucoup de temps. C'est plus difficile d'accéder aux top influenceurs. C'est pour ça qu'on va mettre en place des stratégies différentes qui sont plus les stratégies que tu as expliquées tout à l'heure, Gabrielle. Aujourd'hui en France, mais ici, c'est voilà, rien qu'un service presse, c'est formidable. Et comme ce sont des très grandes lectrices, elles sont hyper heureuse d'avoir un livre, voilà, en plus. Donc, voilà, quand il est bien ciblé, c'est parfait. Au niveau des budgets, en France, on est plutôt à 25%. Voilà. Et la plupart du temps, c'est encore assez rare de le mettre dans des créateurs de contenu, des youtubeurs. C'est assez rare où on va vraiment vers des youtubeurs qui ne parlent pas que du livre, donc vers des célébrités. Ouais. Et en termes d'impact, c'est moins intéressant. Parce parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de lecteurs dans ces communautés-là. Tu citais tout à l'heure Guy Lepage, et moi j'ai été regarder ses publications sur Instagram. Quand il parle de livres, il fait que 200 j'aime. Et quand il fait de l'humour, il est à 1500. Donc on en perd beaucoup en route en fait. Et aujourd'hui, le budget en fait des maisons d'édition se concentre sur des posts sponsorisés sur les médias sociaux, ou alors de l'achat média sur des sites internet qui ont un petit peu de visibilité, ou des médias en ligne. Ça n'a pas autant d'efficacité qu'un influenceur. Il vaut mieux effectivement cibler un très bon influenceur, monter quelque chose avec lui, ou simplement construire une relation qui va durer dans le temps, plutôt que d'investir comme ça. Ça va être plus payant, par exemple, que de fabriquer une bande-annonce spécialement pour les réseaux sociaux et d'essayer de la disséminer. Ouais. La bande-annonce, c'est ce que je dis toujours, c'est une petite cerise sur le gâteau, en fait. Mais en soi, ça ne va pas du tout accélérer les ventes de livres. Voilà, ça donne un peu de visibilité à un livre. On sait qu'il y a un enjeu derrière pour la maison, peut-être pour les lecteurs, mais si vous avez un choix à faire entre une bande-annonce et peut-être travailler avec un influenceur sur une bonne vidéo, c'est la deuxième option qu'il faut choisir. Et est-ce qu'il y a certains thèmes ou disons certains types de livres qui vont mieux se prêter à ça que d'autres? On parle souvent des livres jeunesse, évidemment. C'est des livres surtout grand public, c'est des livres surtout à qui on s'adresse? Peut-être quels sont ceux qu'on exclut sinon. Là. Moi, je travaille avec plusieurs types d'éditeurs. Je pense que c'est parlant, en fait. Je travaille avec les maisons de poche, les maisons de jeunesse, les maisons de BD. Oui, essentiellement ceux-là, en fait. Ceux qui ont vraiment besoin et qui ont des budgets, en fait, pour investir, effectivement, et toucher un public jeune. Je pensais que vous vouliez intervenir. Il y a l'autre question aussi, on l'a souligné un petit peu tout à l'heure. Il y a des auteurs qui deviennent eux-mêmes des influenceurs, parfois même leurs propres influenceurs. Ils sortent des sentiers classiques de promotion. Je pense que c'est difficile maintenant pour un auteur de ne pas faire le service après-vente de son livre. Ils embrassent les réseaux sociaux aussi, avec un rapport très, très direct avec leur public. Je veux dire, Simon Boulris a peut-être une production de réseaux sociaux qui est proportionnelle à sa production littéraire. Est-ce que c'est un maillon incontournable aussi dans cette stratégie-là maintenant? Est-ce qu'il faut absolument que les auteurs participent à ce travail de promotion-là? Je ne sais pas si c'est incontournable, mais c'est tellement un gros plus, là. C'est tellement partir avec une longueur d'avance que de maîtriser, du point de vue des auteurs, là, que de maîtriser quelques réseaux là, de base. C'est pas besoin de live stream sur Twitch pendant des heures par jour. Vraiment pas. Tu sais, juste un bon Instagram avec des stories Instagram plutôt intéressantes, ça peut tout à fait suffire. C'est de partir avec des lecteurs déjà conquis. C'est de se donner une énorme longueur d'avance pour le prochain et les 15 prochains livres. Puis c'est aussi de pouvoir prendre le pouls. D'avoir pour un auteur, d'avoir sa communauté, c'est de pouvoir prendre le pouls de ce qui marche, ce qui marche pas, ce qui touche, c'est énorme comme connaissance.
je pense que faut se donner une chance, là. C'est de se donner une très grande chance, en fait. Ça correspond quand même à quelque chose qu'on fait naturellement. Enfin, nous, en tant qu'êtres humains, on est sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que tout le monde y est, parce que les êtres humains y sont. Donc, il y a un côté très intéressant pour quelqu'un de pouvoir accéder à quelqu'un qu'il admire, à un auteur ou un artiste quelconque qu'il admire, et pouvoir rentrer un petit peu dans son univers, pouvoir passer derrière la frontière du livre, puis de se dire, OK, la personne qui a écrit telle chose, elle a ça dans la tête, il y a ça qui l'intéresse dans la vie. Donc, c'est comme pénétrer un peu dans l'arrière-boutique de comment ce livre est né ou comment les livres sont nés, puis d'interagir plus fortement, puis peut-être d'accroître sa compréhension ou son émotion par rapport à ça. Donc, ça semble très, très naturel que les auteurs soient présents et qu'ils puissent partager, en fonction évidemment de leur propre personnalité. On ne demande pas à tous les auteurs de partager énormément sur Instagram ou sur Facebook, mais qu'ils puissent donner ça, ce qu'ils donnent parfois dans les entrevues, mais qu'ils puissent le donner de manière plus régulière, puis sous un format qui est plus adapté à certains auditoires. Ça semble très important en 2018, en tout cas, d'y accéder. Il y a cette impression d'intimité, mais est-ce qu'un relationniste ou un publicitaire va dire il y a un danger, par contre, parce que là, il n'y a pas de cours pour apprendre comment parler aux gens, il peut y aller de façon très, très personnelle et parfois rater un peu la stratégie. Il y a des cours. Ah, il y a des cours? Oui, il y a des éditeurs qui commencent à investir dans la formation de leurs auteurs sur les médias sociaux. Oui, ils ne sont pas très nombreux, mais certains le font effectivement. Après, ce que je voulais dire sur les auteurs, il y a des auteurs complètement absents des réseaux sociaux qui marchent très très bien en librairie. Delphine de Vigan, par exemple, a un succès phénoménal en France en librairie, mais elle est totalement absente sur le web. On n'a que des interviews presse d'elle. Et de l'autre côté, ce que font les maisons d'édition françaises, c'est que de plus en plus, elles vont chercher des auteurs qui ont déjà des communautés très, très engagées. Il y a des auteurs comme Boulet, qui est un auteur de BD, qui a été signé alors qu'il avait déjà une énorme communauté. En faisant ça, on s'assure en fait de vendre un certain nombre d'exemplaires et aussi d'avoir un auteur qui a déjà testé ce qu'il produit auprès d'un public. Donc, on limite les risques, en fait. Oui, parce que je ne suis pas sûr que Emma Verdet aurait publié un livre si elle n'avait pas eu cette communauté-là à la base. Je veux dire, Oui, mais c'est le fou la poule un peu, parce que la communauté est venue par le fait que Emma Verdet crée du contenu qui intéresse 750 000 personnes au jour d'aujourd'hui. Ce contenu-là peut se traduire en vidéo de 7 à 8 minutes, peut se traduire en photo, peut se traduire en livre. Fait que, est-ce qu'elle aurait écrit si elle n'était pas sur YouTube? Est-ce qu'elle aurait été sur YouTube si elle avait commencé par l'écriture? Le fou la poule, là. Mais, tu sais, c'est vraiment... oui, c'est certain que ça aide. Là. Ça aide à... Le courriel n'a pas pris beaucoup de temps à revenir quand on a lancé une perche à un éditeur. On s'entend, là. Mais tout ça fait partie d'un univers très complet. Là. C'est ce qu'elle a écrit, c'est dans la continuité de ce qu'elle crée déjà. Il y avait donc autant de jeunes filles, dans son cas, là, qui étaient prédisposées à aimer le produit qui était en train d'être créé, là, complètement. Mais, tu sais, je sais pas, pour la question des dérapages et tout, là, on est tous ou presque sur les réseaux sociaux. On sait comment se servir de ça. Je pense pas qu'il faut former les gens. Je pense qu'au contraire, il faut que ça soit vrai. Ce qui fonctionne, c'est le vrai, c'est la vraie vie. C'est l'authenticité, c'est la spontanéité, absolument, parce que sinon, ça va paraître. Les messages de com, là, les messages clés, là, ça le fait pas trop. Là. On est des vrais gens, puis on veut voir d'autres vrais gens, puis connecter avec eux. C'est ça la clé. Là. Mais par contre, il y a quand même un risque là-dedans, c'est l'acharnement. Parfois, on peut voir, puis je vais prendre un exemple qui s'est passé en France récemment d'un livre qui est sorti. Les auteurs ont une communauté qui est assez petite. C'est un livre autour de l'adolescence, puis c'est des dessins qui existaient déjà. Puis c'était une illustratrice qui parlait de son aventure personnelle d'adolescence, donc qui avait dessiné ses propres amis, etc., et des situations qui lui est arrivées. Puis, il a suffi d'une personne influente pour extraire une image du livre qui prêtait à interprétation
pour que 250 000 personnes se manifestent comme il fallait interdire le livre. Mais le livre n'était même pas sorti en librairie là. Donc il y a 250 000 personnes qui ont décidé que c'était scandaleux parce c'est très facile de se scandaliser de tout et de rien sur Internet. Donc c'est plus ça le risque, c'est que en partant tout peut exploser dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et il faut être prêt à s'exposer à ça. Quand on fait ça, faut être prêt à s'exposer à... Ça peut être impitoyable. Un commentaire qui est mal interprété, et puis d'un coup, ça fait effet boule de neige, puis l'effet nous échappe. Donc, c'est pas tellement d'apprendre à un discours très politiquement correct, mais d'être prêt à assumer les conséquences de ce qu'on dit, puis de ce qui peut se produire sur Internet, qui est parfois un peu violent. Stéphanie, vous avez vu ça de plus près que nous. Oui. Mais en fait, ça a été extrêmement bien extrait. Je ne sais pas comment décrire. On est en pleine vague néo-féministe en France. Et en fait, effectivement, il y avait quelques dessins qui avaient été extraits du livre et qui semblaient aller contre ce courant, en fait. Contre le mouvement MeToo, le balance son port et tout ça. Voilà. C'était, si je me souviens bien, une jeune fille qui disait qu'elle se mettait belle pour que les garçons la voient ou quelque chose comme ça. Oui, c'était plus sur le moment de la puberté, et le regard des hommes à ce moment-là, et la difficulté par rapport à son corps. Bon, voilà, c'était pas... Je pense que ça a été extrême. Moi, j'ai pas été voir le livre. Je sais que toute l'édition française et tous les professionnels que je connaissais autour de moi ont réagi et ont signé la pétition, je pense. Parce que effectivement, ça a été tellement monté et tellement que les gens n'ont pas pris le temps de réfléchir. C'est un peu le souci des réseaux sociaux. Il faut toujours essayer d'être pas lisse, mais lisible, parce que sinon, ça peut vite déraper. C'est arrivé ici aussi avec un livre récemment qui a dû partir sur la colère, un collectif où il y a un des textes, il y a eu de l'opposition sur les réseaux sociaux et on est reparti en réimpression en enlevant le texte d'une des auteurs. Néanmoins, on va y aller vers du plus positif quand même, parce que les libraires, eux aussi, sortent des sentiers classiques de la promotion. Ils vont, eux aussi, participer sur les réseaux sociaux. On voit des trucs assez extraordinaires qui se font notamment en région, mais même ici, créer des événements, des outils de vente et des promos assez intéressantes. Les bibliothécaires aussi pourraient se mettre de la partie. C'est quoi, selon vous, le profil idéal du libraire ou du bibliothécaire en 2018 sur le plan de la promotion numérique? On lance des pistes, là. Parce que lui aussi peut devenir un influenceur. Oui, puis il y en a qui le font déjà très bien en créant du contenu. Mais moi, je dirais, j'ai pas la réponse à cette question vraiment. Mais ce qui me viendrait d'instinct, c'est que faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est un emplacement de contenu. Vous n'existez que par le contenu que vous créez et que vous partagez et que les gens vont apprécier, commenter, repartager. Donc, le profil idéal, c'est d'avoir une idée de contenu qu'on veut partager, d'être authentique dans ce contenu qu'on veut partager, puis d'être capable de le soutenir. Donc, ne pas non plus se lancer dans une idée incroyablement incroyable, puis ne pas être capable de livrer après sur les autres. Donc, c'est se demander quel est le contenu qui me correspond, qui me ressemble, qui ressemble à mes clients, aux gens qui viennent chez moi, pourquoi ils viennent chez moi, quel genre de conseils ils cherchent, quel genre de contenu pourrait les intéresser, puis de se demander comment on le produit. Donc, moi, ma réponse, ce serait tout part du contenu, de ce qu'on a envie de partager avec les gens. Et tout part pas de la communauté, parce qu'un libraire a déjà une partie de sa communauté de gagner. Est-ce que c'est pas un avantage aussi? Si, mais c'est justement ça. C'est pour ça que les médias sociaux sont intéressants pour les libraires. Il ne faut pas que ça empiète sur son rôle ni sur son travail. Pour moi, je pense que c'est juste quelque chose qu'on doit pouvoir intégrer facilement dans son travail de libraire, parce qu'on le fait déjà au quotidien, et que ça va permettre de rester en contact, non seulement avec tous ses partenaires professionnels, mais aussi avec tous les lecteurs qui vont passer et revenir. On va pouvoir leur parler autrement, on va pouvoir les informer autrement. Et le moment où on va organiser un événement, ils vont répondre présent.
C'est un peu ça, en fait, qui est attendu des libraires aujourd'hui par les lecteurs. C'est une visibilité qui permet de savoir ce qui s'y passe. Et c'est vraiment ce qu'on attend, parce qu'en fait, les libraires sont hyper actifs, ils font des tonnes de choses dans leur librairie. Seulement, les lecteurs, parfois, ont du mal à trouver cette information. Et on aimerait juste ça, et on aimerait aussi que ce soit montré différemment. C'est-à-dire, on aimerait voir ce qui s'y passe, ce qui se passe chez vous, dans les points de vente, en fait, mais comme si on y était. Donc, quand on ne peut pas y aller, on aimerait quand même voir. Mais ce n'est qu'une parcelle de la réponse, mais sachez, parce que je suis bien consciente que c'est peut-être pas évident, là, sachez que les YouTubeurs ont cette force étonnante à attirer des gens en personne. C'est des personnalités du web qui ont cette capacité énorme à attirer hors du web. Pour l'anecdote, d'ailleurs, c'était au Salon du livre de Bruxelles où il y avait une file immense pour Emma Verdé Oui. et personne pour Dany Laferrière, qui est quand même pas Mais n'importe qui. Ouais. Hein? Mais je confirme que Emma et moi, on est quand même allés chercher notre selfie avec Dany Laferrière. Ben, j'espère bien. On est consciente du monument. Mais ceci étant dit, ils ont cet immense pouvoir d'attirer en personne. On parle d'Emma, mais on parle aussi de youtubeurs qui ont des plus petites portées, là, il faut comprendre que les youtubeurs, parce qu'ils sont présents souvent dans la vie des gens qui les suivent, ils sont présents en vidéo pendant des années, ils sont présents tous les jours ou presque sur Instagram. Il y a vraiment une relation de proximité qui se crée entre la communauté puis le youtubeur. Il y a une impression de les connaître, une connexion qui se crée très forte, en fait. Puis ça crée, c'est pour ça que les recommandations passent aussi fort. Parce que quand un ami nous recommande quelque chose, bien, on le connaît depuis longtemps, on connaît ses goûts, ça nous correspond, bien, on embarque. Là, je veux dire, c'est un peu ce même type de lien-là qui s'établit. Donc, quand ils disent qu'ils sont à un endroit et ils invitent au dit endroit, bien, ça fonctionne vraiment bien. Là, je veux dire, pour reprendre l'exemple, là, quand on a lancé le livre d'Emma Verdé, je veux dire, 1500 personnes aux Galeries de la Capitale là, pour la voir au Renaud-Bré. C'était extraordinaire et mon Dieu que la sécurité n'était pas préparée à ça. Là. Fait que, je veux dire, donc, c'est une petite parcelle de réponse, mais est-ce qu'il y a un côté événementiel à aller créer de temps en temps? Est-ce que c'est pas juste quand ils en lancent des livres, les youtubeurs là, qui peuvent être intéressants pour les libraires? Est-ce qu'il y aurait, par exemple, un livre qui s'adresse, qui touche des sujets qui touchent certains youtubeurs? Est-ce qu'on fait un book club? Est-ce qu'on fait un club de lecture où on rassemble 3 ou 4 youtubeurs qui ont lu le livre, qui viennent en parler en formule événement? Il y a des gens qui se déplacent. Il y a moyen, je pense, de faire beaucoup de choses, là, mais sachez donc qu'ils déplacent dans la vraie vie et pas juste, qu'ils ne provoquent pas juste des likes. Donc, on invite un YouTuber dans une librairie, il nous parle de ses coups de cœur littéraires. Potentiellement. Ça, c'est une idée, voilà. C'est une idée qui a été testée en France avec succès. Hein. Mais elle n'est pas encore en train de se démocratiser. J'aimerais bien, parce qu'effectivement, juste proposer à un YouTuber de venir, un booktuber, un YouTuber, peu importe, et de proposer sa sélection littéraire, ça permet de mettre en lumière un point de vente, un libraire, et de faire venir des gens qui n'ont pas l'habitude d'y venir. Donc de potentielles personnes qui vont revenir ensuite. J'imagine que ça bouscule un peu d'idées reçues. J'aimerais entendre vos questions aussi et vos réactions. Il y a 2 micros de chaque côté. Est-ce qu'il y en a qui voudraient réagir à cette nouvelle économie de la recommandation qui est en train de se créer? Bonjour. Vous avez beaucoup parlé de médias sociaux très, comment je pourrais dire, mainstream ou généralistes, comme Instagram, comme YouTube ou comme Facebook dans une moindre mesure. Qu'en est-il de la question des influenceurs sur des médias sociaux plus spécialisés, plus propres aux livres? Je pense par exemple à des plateformes comme Goodreads aux États-Unis qui est très, très utilisée, ou Babelio en France, ou même de façon différente, une plateforme comme Wattpad qui a connu une explosion ces dernières années, qui a des dizaines de millions d'utilisateurs, sur lequel à chaque jour, il y a des dizaines de milliers de pages qui sont écrites et qui, dans certains pays, je pense que j'avais entendu, par exemple, aux Philippines, maintenant, pour être publié par un éditeur mainstream, il faut d'abord avoir connu un succès sur Wattpad. Donc, est-ce que vous voyez, est-ce que peut-être que dans le monde francophone, ça n'existe pas encore ou c'est pas rendu jusqu'à nous? J'aimerais vous entendre là-dessus. Non, si, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Babelio, c'est gigantesque. Et chez nous, c'est vraiment la plateforme première. Goodreads a essayé, mais ça
n'a pas vraiment pris. Par contre, il y a quelque chose qui se passe autour de ces plateformes. Elles n'ont pas la possibilité d'agir en fait sur les ventes ou de faire venir les gens en librairie, mais elles permettent d'envoyer des messages aux acteurs de la chaîne. C'est-à-dire que si un livre est énormément chroniqué sur Babelio, qu'il est très bien noté, en fait, ça donne une alerte en fait, aux libraires, ça donne une alerte aux représentants, parce que nous, on fonctionne encore comme ça. Et ils regardent ce site. Donc, ils savent qu'il se passe quelque chose autour d'un livre, et ça leur permet de détecter les tendances. Donc, c'est essentiel pour les éditeurs aujourd'hui d'avoir de la recommandation sur un site comme Babelio. Ça fait partie des stratégies de se dire on va envoyer un certain nombre de services presse à des nano-influenceurs parce qu'on sait qu'ils vont produire du commentaire sur Babelio de manière systématique. Donc, c'est un des maillons de la stratégie. Ce n'est pas un maillon suffisant, par contre. Voilà. J'ai répondu à votre question. Est-ce que ce sont des plateformes, aussi des nouvelles plateformes qui commencent à émerger ici, ou on est encore au Québec dans les réseaux un peu plus traditionnels? Moi, je ne peux pas témoigner d'avoir eu connaissance d'aucun des miens qui est sur aucun de ces sites-là. J'en apprends l'existence maintenant. Là. Fait que non, je ne peux pas témoigner. Moi, je pense que c'est une question d'utilisation. Effectivement, on va avoir tendance à se tourner vers une plateforme comme Babelio quand on cherche quelque chose à lire, alors qu'une plateforme plus traditionnelle va amener un livre à nous. Donc, c'est deux démarches complètement différentes de se dire mon Dieu, qu'est-ce que je vais lire? Je viens de terminer un livre extraordinaire. Mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais lire après? Et de faire une démarche d'aller vers des plateformes où il y a des gens qui recommandent, que d'être dans un contexte totalement autre de sa vie de tous les jours. Et de la même manière qu'un ami me dirait « Oh mon Dieu, je viens de lire ce livre, il te plairait tellement, il faut absolument que tu le lises. » Je peux avoir quelqu'un qui fait partie de cet environnement-là, qui a un contact un peu différent, mais qui viendrait me dire la même chose. Donc, c'est vraiment complémentaire, je pense, puis dans la démarche aussi d'aller chercher le contenu. Élodie? Oui, vous avez tout à l'heure un petit peu parlé de contenu, mais j'aimerais revenir sur la question du contenu pour savoir de quel contenu on parle. Vous avez dit que c'était surtout de la littérature jeunesse, de la BD, mais en fait, j'aimerais savoir comment les influenceurs et les influenceuses parlent des livres, qu'est-ce qu'ils disent à leur public concrètement, pour comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit, parce que je vous écoute depuis tout à l'heure, puis je me sens déjà vieille. Non, mais je le dis avec ironie, oui. Mais je me sens déjà hors de ce monde-là. Puis on est tous des éditeurs, des libraires ici dans la salle. Puis en tout cas, j'ai comme juste des points d'interrogation au-dessus de ma tête, savoir qu'est-ce que je peux retirer de tout ça. Est-ce qu'on peut échapper à la mise en scène de soi dans l'approche des influenceurs? Parce que c'était particulièrement insupportable tantôt de voir la jeune fille ouvrir sa boîte ou bien nous dire qu'elle allait enlever sa couverture de son fauteuil. Moi, lectrice, j'éteindrais tout de suite, mais visiblement, il y a un public que ça intéresse. Pourquoi? Et donc, encore une fois, je reviens à ma question. Que disent les influenceurs et les influenceuses à leur public? Quels sont leurs arguments? Comment ils parlent des livres? Quels sont voilà. Et encore une fois, pour rejoindre la question de tout à l'heure, je trouve qu'il y a un angle mort quand même dans toute cette question-là des plateformes. Ce sont les GAFA. On sait aussi, là, dernièrement, dans l'actualité récente, on a entendu toute l'influence de Facebook au niveau politique. Donc, quels sont nos moyens de créer des plateformes qui nous ressemblent et dans lesquelles on pourra développer une communauté qui soit indépendante des GAFA? Voilà. Ça fait beaucoup de questions, non? Bon. Non, mais effectivement, on avait discuté de ça dans les questions que je vous avais envoyées oui. Au départ, dans les questionnements. Mais la question de comment ils parlent d'abord, ça, c'est assez intéressant. Oui, effectivement, il y a cette mise en scène de soi ou ce jeu qui peut devenir parfois insupportable, mais qui semble fonctionner à certains égards. Comment ils en parlent?
Certains médias sociaux, là, dont ceux dont on parle depuis tantôt, Instagram et YouTube, là, pour ne pas les nommer, ces médias-là appellent au soi. C'est dans les codes, c'est dans ce à quoi les gens s'attendent quand ils s'y rendent. Je vous donne un exemple, juste pour illustrer un peu, d'un YouTuber canadien-anglais qui a un bon succès, là, 5 millions d'abonnés, puis qui fait des faits insolites, qui récite là, toutes sortes de faits insolites et qui les raconte un peu. Et puis, il a fait une expérience, normalement, c'est lui, face caméra, qui raconte les faits. Et l'été dernier, il s'est retiré de l'écran et il s'est mis à faire des animations pour expliquer exactement les mêmes faits avec le même humour, dans le même débit. Et ses vues ont plongé et tout ce qu'on voyait dans les commentaires, c'était « On ne te voit plus, t'es où? On ne te voit plus, reviens nous voir ». Je pense que YouTube en particulier, Instagram aussi, appellent beaucoup à ça. C'est des médiums où on se rend pour voir des gens, et entendre parler, être exposé à la réalité de d'autres gens. C'est comme ça, du moins, que ces plateformes-là ont beaucoup, beaucoup grandi. Fait que, oui, là, ça revient souvent au soi. C'est ce que ces plateformes-là appellent et demandent, entre autres. Là. Mais alors, est-ce qu'ils vont parler d'un livre ou ils vont parler d'eux qui montrent un livre? Est-ce que c'est un peu ça le... Bien, c'est comme quand on parle avec un ami. C'est juste de rester dans l'aura de quelque chose, finalement. Oui, c'est ça. Bien, je pense que c'est comme quand on discute d'un livre qu'on a aimé avec un ami. Je pense pas que, on va pas se mettre naturellement à faire, à lire la biographie de l'auteur à nos amis devant nous. Ce qu'on va faire, c'est dire, j'ai lu ce livre-là, ça parle de ça, puis ça m'a vraiment touché parce que. C'est ça qu'on fait, mais c'est aussi beaucoup comme ça qu'ils le font. Oui. Puis, tu sais, c'est quoi le contenu, là? C'est hyper vaste, là, le contenu sur YouTube. Il y a plein de YouTubeurs qui... tout ce qui tombe dans le grand créneau lifestyle, là, style de vie, qui font juste tout simplement raconter un peu leur vie de tous les jours, suggérer des produits ou des façons de faire ou des façons de voir le monde qui eux, leur conviennent, qui vont nous amener... tu sais, il y a plein de YouTubeurs qui créent du contenu bouffe, évidemment, là, fait que la cuisine, c'est un gros créneau. Je veux dire, bien, les livres de cuisine, il y en a, là. Ils n'en reçoivent pas, des livres de cuisine des YouTubeurs bouffe, je vous le confirme. Fait que, tu sais, il y a ça à faire aussi. Il y a plein de créateurs en humour, il y a plein de créateurs en gaming, tu sais, qui vont scripter, plus en humour, là, qui vont scripter leur contenu, des gamers qui vont jouer longtemps puis qui vont juste garder les highlights. Les gamers, là, si ça peut vous aider un peu à mieux comprendre pourquoi il y a des gens qui regardent des gens gamer, c'est la même façon de voir les choses que pourquoi on regarde du sport à la télé. C'est pour voir des gens meilleurs que soi, faire des exploits auxquels qu'on ne serait pas capable de faire nous-mêmes. C'est beaucoup ça, là, si ça peut aider un peu à comprendre ce milieu obscur qui est le gaming sur Internet. Là. Fait qu'il y a plein de différents contenus. Il y a tout aussi une partie de contenu là, dont on n'a pas parlé, mais qui est le contenu tutoriel. Là. Apprendre à faire des choses sur YouTube. YouTube, ça, il ne faut pas minimiser ça. YouTube est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde après Google. Google détient YouTube, là, je vous le rappellerai. Il y a beaucoup de gens qui se rendent sur YouTube pour apprendre à faire des choses. Comment faire, il y a beaucoup des manuels de ça, énormément de tutoriels de toutes sortes d'affaires. Fait que c'est difficile de résumer le contenu sur YouTube à c'est des jeunes gens qui parlent de soi. Là. Il y a beaucoup plus que ça. Là. Moi, je voudrais juste revenir sur la question de soi puis de la mise en scène de soi. Parce que je comprends qu'il y a un inconfort à voir ces gens qui sont complètement... en tout cas, qui s'exposent vraiment beaucoup et qui considèrent qu'ils ont énormément de choses très intéressantes à partager avec tout le monde. Et parfois, ça nous échappe pourquoi ce serait intéressant de les écouter. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucun critique littéraire qui est devenu célèbre parce qu'il lisait super bien les 4e de couvre des livres. Un livre, c'est une aventure personnelle, c'est ce qui se passe entre moi et le livre et ma capacité à partager cette expérience avec quelqu'un d'autre pour l'embarquer dedans et lui donner envie de le lire. Donc même si on est mal à l'aise avec le format qui a l'air extrêmement égocentrique, c'est simplement une mise en scène et une évolution de ce qui se passe d'habitude quand il y a un critique littéraire ou que je parle d'un livre avec un ami. Donc il faut faire la différence entre le format et qui peut être gênant, puis le fond de ce qui est dit. Puis ensuite, sur les contenus qui sont échangés sur les livres,
Il y en a qui vont faire des critiques de livres. Il y en a qui vont partager des couvertures de livres, qui vont les mettre en scène. Donc il y a énormément de formes dans le contenu, mais ça reste toujours, oui, effectivement, une manière très personnelle de partager son aventure intérieure avec un livre. Alors moi, je voulais rebondir sur les deux vidéos, enfin les deux modes de recommandation qui ont été pointés. Donc la vidéo avec l'ouverture du colis. Alors cette jeune femme en fait travaille aujourd'hui dans l'édition pour une grande maison d'édition. Et la seconde de l'autre côté est libraire depuis de nombreuses années. Alors c'est vrai que leur mode de recommandation a l'air un peu naïf comme ça. En fait, ça correspond à une attente de leur audience qui a quand même entre 15 et 25 ans. Donc effectivement, elles répondent à leur audience en montrant à la fois l'ouverture des colis de livres ou la routine de lecture. Moi, ma position, c'est plutôt de dire que je suis tellement contente de voir de jeunes personnes s'intéresser autant aux livres et montrer autant d'enthousiasme. Maintenant, c'est ma position. C'est pas là où moi je vais trouver mes lectures. Il y a des sources de recommandations sur la poésie, sur la littérature blanche, qui sont formidables, où personne ne se met en avant, où on ne voit pas la personne qui recommande. Je vous conseille par exemple le compte d'une personne qui s'appelle sur Instagram « Le libraire n'est pas has-been ». C'est merveilleux, ce sont des petites citations sur fond blanc qui fonctionnent extrêmement bien. Je crois qu'elle est suivie par environ 5000 personnes. Il y a la jeune femme que je vous ai montrée tout à l'heure qui s'appelle Marion de Montmorency, qu'on ne voit jamais non plus, voilà, qui parle essentiellement d'une littérature blanche très contemporaine et étrangère, très pointue. Donc on a de tout. Je pense que voilà, il faut essayer de chercher ses propres lecteurs et ceux qui correspondent à notre univers. Et pour l'autre question, je ne sais pas si vous avez une réponse possible, mais comment est-ce qu'on peut faire l'économie des géants du web de ce côté-là? Honnêtement, je pense que la question, on n'est pas les seuls à se la poser. Toutes les semaines, il y a un nouveau réseau social qui essaye de se lancer et d'émerger. Et c'est sûr que ça va fonctionner parce que la théorie économique nous dit que les gens ont horreur de trop de concentration et de trop de monopole. Si vous ne me croyez pas, regardez l'univers de la bière. Après avoir un moment où la bière s'est extrêmement concentrée pour se rassembler autour de 3 grands brasseurs internationaux, on voit le renouveau et l'explosion des micro-brasseries et de l'inventivité dans ce domaine-là. Donc, est-ce qu'il y a de la place pour recréer d'autres réseaux sociaux? Oui. Comment y arriver? Ça, je pense que tout le monde se pose la question aujourd'hui et je n'aurai pas la réponse non plus. Mais je pense qu'il faut garder espoir dans le fait que non, on n'est pas restreint à toujours vivre avec les GAFA. C'est une pratique qui a émergé, ça s'est beaucoup concentré. Il faut garder espoir que ça va se réouvrir. Oui, ça ne sera pas bien là, en fait, parce que ma question rejoint la question qui me précédait. Moi, ce que je me demandais, c'était justement, c'est quoi la valeur d'un influenceur de 2e génération qui va justement présenter un unboxing ou un « Ah, j'ai acheté 12 livres ». Est-ce qu'il y a vraiment une profondeur dans le contenu? Est-ce qu'on retrouve vraiment de la substance dans le fond? Puis peut-être en parallèle avec ça, est-ce qu'il y a un type d'influenceur de 1e ou de 2e génération qui réussit mieux à promouvoir, dans le fond, les livres qui l'intéressent? Merci. Excusez-moi, la fin, je n'ai pas compris. Les livres qui vous intéressent, il y a un domaine éditorial spécifique? Non, en fait, parce que vous parliez des première génération d'influenceurs, 2e génération d'influenceurs, donc ceux qui faisaient plus des critiques, des lectures de couverture versus ceux qui font plus des unboxings, etc. Et puis, je me demande s'il y a une des deux techniques qui fonctionne mieux pour faire la promotion d'un livre, en fait. Je dirais que ça dépend des attentes de chacun. Si les attentes, en fait, c'est d'avoir des chroniques avec du fond, et construite, il faut s'adresser à des influenceurs, qu'ils soient 1e ou 2e génération. Dans les deux cas, on a des influenceurs qui peuvent produire du contenu et avec un vrai bagage critique. Voilà. Maintenant, moi, j'ai essayé de vous montrer les choses de manière un peu schématique, mais c'est pas aussi
Voilà, c'est pas aussi net comme barrière. Donc on peut avoir dans chaque génération des gens qui ont envie de recommander le livre en expliquant, en analysant, en passant du temps. Moi, ce que je vois dans les blogueurs seconde génération, les influenceurs seconde génération que je vous ai montré, c'est qu'il y a quand même du fond. Même si c'est avant tout de l'émotion. En fait, l'image et la vidéo, c'est un premier pas. C'est juste ouvrir une fenêtre, commencer à attirer. On est dans un monde où il y a énormément de sollicitations, même sur les médias sociaux. Si on n'arrive pas à retenir de l'attention, et là on est vraiment dans une économie de l'attention, on ne peut pas recommander ensuite. Donc il y a d'abord une économie de l'attention avant d'aller sur une économie de la recommandation. Définitivement. Puis je pense qu'à aucun moment, j'espère qu'on a laissé entendre que les YouTubeurs ou les influenceurs ou les créateurs de contenu remplaçaient les critiques littéraires, là. D'aucune manière, ils se positionnent de cette façon-là. On est vraiment dans la recommandation. C'est des gens qui entretiennent une relation, qui entretiennent une relation avec, comme nous, on entretient des relations avec nos cercles proches. C'est juste que eux, bien, le cercle proche à qui ils ont accès au quotidien, c'est peut-être 400 000 personnes versus nous, 4. Fait que, tu sais, c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Ça peut être des porte-voix, mais d'aucune manière, c'est des journalistes ou des critiques de fond, là. Nathalie? Ben moi, justement, j'en suis une journaliste et je me suis sentie interpellée à 2 reprises dans votre présentation, me sentant décrite comme quelqu'un qui est assise sur sa chaise, qui attend un communiqué qu'elle va remâcher, et 2, en faisant des critiques de 4e de couverture. C'est pas exactement ça. Moi, je suis journaliste à la presse, je m'appelle Nathalie Collard, j'ai sûrement déjà parlé à certains d'entre vous. Et ce que je dirais, c'est que j'observe une certaine paresse ou un manque d'effort de la part des maisons d'édition et des relationnistes, tout ça. Et ce que vous disiez à propos des influenceurs s'applique tout à fait. Nous, on se fait en 4 dans les journaux. On est chanceux à Montréal, il y a 3 gros quotidiens encore. Profitez-en, on ne sera peut-être pas là l'année prochaine ou dans 2 ans, avec des cahiers livres. Puis on se fait en 4 vraiment pour essayer de varier le storytelling, pour reprendre un mot à la mode, et parler de livres de toutes sortes de manières. Oui, par la critique traditionnelle, mais aussi par toutes sortes de rubriques que j'ai. Moi, j'en ai inventé quelques-unes. Là, aller chez quelqu'un, décrire sa table de travail puis son environnement de lecture, qui est un prétexte aussi pour parler de son livre, parler de son écriture. On va avoir une rubrique, ça s'appelle « Ma vie en livre », puis là, un auteur va parler des livres qui l'ont influencé. Tout ça, on essaie de multiplier les façons de parler du livre pour aller rejoindre différents publics, tout ça. Mais je remarque un manque d'effort de la part des maisons d'édition qui nous envoient des enveloppes, des boîtes, des communiqués, font pas de suivi, se forcent pas, lisent même pas notre journal, premièrement. C'est arrivé très souvent que je parle à des relationnistes puis ils lisent même pas la section livre, ce que je trouve assez incroyable. Si tu travailles en livre, lis les sections livres. Et qui, après ça, se force pas à chercher le ou la bonne journaliste, parce que c'est pas nécessairement quelqu'un dans la section livre qui va bien parler de ton livre. Si tu écris un livre sur les affaires, bien, appelle un journaliste dans le milieu des affaires, puis il va avoir une plateforme. Lui, il parle déjà à un public qui est intéressé. La même chose, des fois, je reçois un livre, parce que moi, je me considère aussi comme une petite curatrice à l'intérieur de mon journal, et je l'envoie moi-même à des collègues journalistes dans le journal. Je fais la job de la relationniste, qui, elle, n'a pas le goût, on dirait, de pousser, ou lui, bon, je dis elle parce qu'il y a plus de femmes, qui ne fait pas l'effort de pousser son livre, puis de feuilleter le journal, puis de dire « Ah, cette personne-là, là, je vais la viser, je vais la cibler, puis c'est cette personne-là qui va bien parler de mon livre. » Alors ça s'applique tout autant aux journalistes qu'aux influenceurs, puis on est encore un petit peu influenceurs, je pense, les journalistes. Mais oui. Voilà. Mais j'abonde tellement dans la même direction. Je veux dire, ben oui, c'est pas juste des critiques de livres qui lisent. C'est pas juste des booktubers qui lisent. Là, un peu, j'espère. Tout le monde lit. Là. Je pense que tout le monde lit, là, de la BD à l'essai très complexe. Là. Il faut juste être un peu intelligent dans sa recherche, s'intéresser, être curieux. Je le comprends que, d'un point de vue extérieur, je le comprends que ça peut paraître vraiment un monde difficile à comprendre. Je le comprends qu'au début, on regarde ça puis on se dit, ils font tous la même chose, ils parlent tous d'eux-mêmes, sa voix m'énerve. Soyons curieux un peu parce que ces gens-là, ils ont un vrai impact. Fait que j'aborde dans le même sens, là. Faisons la recherche un peu plus loin. Puis, tu sais, je veux dire,
je sais pas si je peux me permettre une autoplug, mais je vais me permettre une autoplug. Je veux dire, ça sert des agences aussi, là. Appelez-nous. Nous, on les connaît tous par cœur. On va être capable de vous diriger vers la bonne personne. Hashtag ad. Mais je veux dire, c'est aussi à ça que ça sert. On entend souvent, tu sais, de nos clients, « Oh mon Dieu, c'est donc même plus simple. Que moi, je les connais pas leur nom, je sais pas vers qui me tourner. » Mais nous, on les connaît, c'est ça notre job. Fait que j'abonde dans le même sens, là. Moi, j'aimerais justement revenir, parce que j'ai retenu 2-3 citations que j'avais faites. Le sens de mes remarques n'était pas du tout une attaque envers les journalistes, bien au contraire. Puis je pense qu'il y a des habitudes qui ont été prises, et effectivement, le point est bon. C'est que les relationnistes sont parfois un peu paresseux. D'appliquer une recette qui fonctionne et de penser qu'il suffit juste de la répéter à l'infini pour que ça marche. Et que la nouvelle économie de l'influence et de la recommandation nous apprend que ça ne fonctionne pas comme ça. Et qu'il faudrait se poser la question, non pas juste pour les influenceurs, créateurs de contenu sur Internet, mais sur les gens qui ont une influence plus globale. Et ça n'a rien à voir avec un type d'influenceur, mais les gens qui sont capables d'influencer réellement des ventes, des achats, des opinions des lecteurs, et la presse en fait évidemment partie. Donc, c'est de la curation de tout ce qu'on reçoit, de la curation de cette abondance d'informations-là qui doit se faire à quelque part. Je vous arrête ici parce qu'on va aller à la pause. Merci à vous trois pour cette discussion assez éclairante.